Les serres Sylvain Cléroux vous présente l'émission Un jardin en nous. Bienvenue, ici Louise Arcan au Serre Sylvain Cléroux. Bienvenue au Jardin en nous. Aujourd'hui, on parle de mes plantes préférées, mes coups de cœur. Pour débuter, je vais vous présenter le Dragon Wing. Je trouve que c'est malheureux que ce soit une plante si méconnue au Québec parce que c'est vraiment une plante qui est très facile et très florifère. Aux États-Unis, c'est une plante qui est quand même très populaire et ici, au Québec, je ne sais pas pourquoi le monde ne l'utilise pas assez et pourtant, c'est une plante tellement sans entretien. Le Dragon Wing, c'est une plante qu'on peut utiliser principalement à l'ombre, mais il y a des variétés plus pour le soleil. Et cette plante-là est tellement facile, elle contient beaucoup d'eau dans la tige, donc très peu d'arrosage, est très florifère et très volumineuse. C'est une plante vraiment qui va garnir très bien un pot ou un jardin très facilement. Et une plante qu'on achète de ce format-là, on peut multiplier par 5 la grosseur qu'elle va avoir en fin de saison. Alors, c'est vraiment une plante que je vous recommande à utiliser et que moi, j'utilise beaucoup. Il y a également dans la même série des Bégonia Dragon Wing, le Bégonia Dragon Wing Big. Cette variété-là ici, c'est la même chose, sauf que le feuillage est foncé. Donc, quand on a un feuillage qui est foncé, bien souvent, on va avoir plus de tolérance au soleil que le feuillage qui est vert. Et cette plante-là, elle est vraiment florifère et abondante. On peut compter, là, quand on l'utilise en pot comme ça, une hauteur facilement de 3 pieds et un diamètre là, également à peu près de 3 pieds là, qu'il va avoir en fin de saison avec un port légèrement retombant. Alors, je favorise mélanger avec un feuillage panaché avec le rouge. C'est très beau. Également, dans mes coups de cœur, pour rester un peu dans la famille des bégonias, j'ai la bégonia, la série Aile d'ange, qu'on appelle, qui fait partie des bégonias tubéreux, qui est une nouveauté de cette année que je trouve vraiment très jolie parce que c'est une couleur très vive. Alors, avec un contraste qu'on peut utiliser en pot avec du lime ou un panaché, c'est vraiment spectaculaire comme effet. Pour poursuivre, moi, j'aime beaucoup les plantes exotiques. J'aime ça. On n'a pas besoin de prendre l'avion pour se sentir d'un tropique quand on arrive chez moi. Moi, j'aime utiliser des plantes tropicales dans les pots. Je jardine beaucoup en pot. Alors, dans les pots, c'est le fun oser. Vraiment travailler avec des plantes qui ont une bonne résistance à la sécheresse et pour faire justement un peu l'effet des tropiques. J'aime beaucoup le yucca. Le yucca, il est très facile à utiliser en pot parce que c'est une plante qui fait partie un peu des genres de cactus qui contient beaucoup d'eau dans la tige. Alors, elle est peu exigeante et tolère beaucoup la sécheresse. Alors, au plein soleil, c'est parfait. Et l'utiliser dans un pot moderne, ça a vraiment là, un superbe effet. Et on pourrait simplement, là, à la base, lui insérer des belles fleurs pour contourner le tout. Et c'est une plante qui a un port moderne, contemporain. J'aime beaucoup. Pour continuer avec les plantes tropicales, une plante que j'aime beaucoup utiliser également est les bananiers musa. Mais le problème qu'avec les bananiers musa, c'est que souvent, quand on est dans un endroit qui a beaucoup de vent, ils ont tendance à briser. Souvent, ils vont être coupés dans le milieu, ils vont bouger dans le pot. Alors moi, la solution que j'utilise souvent, c'est le whitebird. C'est l'oiseau du paradis qu'on appelle le whitebird, qui n'est pas la même variété que les oiseaux du paradis qu'on achète chez le fleuriste. Cette variété-là fleurit seulement aux 7 ans. Alors, c'est fort probable que vous n'aurez pas de fleurs, mais il faut vraiment le choisir pour son feuillage. Et l'avantage c'est qu'il tolère vraiment le soleil et il est plus résistant au vent parce que son port est vraiment plus rigide. Alors, si on l'utilise dans un pot, dans le centre de notre pot, au lieu de mettre un dracena, ça va faire vraiment un effet exotique et résistant aux températures du Québec. Pour poursuivre dans la même lignée, j'ai le Spirus papyrus que moi j'affectionne personnellement parce que je trouve que ça donne vraiment un port moderne. C'est très facile comme plante parce qu'à la base, c'est une plante de bassin d'eau. C'est une plante semi-aquatique. Alors, c'est une plante qu'on peut vraiment arroser beaucoup, qui a les intempéries, ça reste toujours beau et ça tolère étonnamment la sécheresse également. Mélanger avec des plantes à la base, ça fait vraiment un arrangement qui est contemporain et exotique. Dans mes coups de cœur, j'en parle souvent parce que c'est une plante que j'ai découverte. Ça fait seulement 3 ans. C'est une nouvelle plante qui vient du Brésil, le Diplendenia.
dans la partie des mandevillas. J'entends souvent parce que c'est une plante qui a vraiment une bonne performance. Je l'ai utilisée chez moi. Puis chez moi, j'ai pas d'arbre. Je suis vraiment, vraiment plein sud. Et c'est une plante qui a eu une performance incroyable, une floraison abondante tout l'été. Si on part quelques jours, elle s'autosuffit, elle tolère la sécheresse. Une plante facile avec un beau port. C'est une plante qui est retombante, qui est volatile quand il vente. Et en plus, elle est très résistante au vent, perd pas facilement ses fleurs. Alors, c'est vraiment une plante à utiliser. Et il y a des belles couleurs. J'ai vraiment du blanc, il y a du fuchsia, il y a du rose pâle. Fait que c'est une plante à utiliser et à découvrir. C'est une plante qui est peut-être un petit peu plus dispendieuse que les autres, sauf qu'elle est vraiment performante et c'est une plante tropicale, donc on peut la récupérer à l'automne à l'intérieur de notre maison. Quand on la rentre à l'intérieur de la maison, il suffit simplement de la tailler, 1/3 de sa grandeur initiale, la placer dans un endroit ensoleillé et lui offrir un bon terreau et elle va être en fleurs 2 mois et demi après l'avoir rentrée dans la maison. Et voilà. Pour poursuivre, dans les géraniums, un géranium que j'aime beaucoup, c'est le géranium popcorn. C'est un géranium à un port vraiment retombant qu'on va voir surtout en Europe quand on va se promener en Espagne, qu'on voit sur les balcons, toutes les belles fleurs qui retombent. C'est cette variété-là. La variété de ce géranium-là, c'est qu'on n'a pas besoin de le nettoyer. La fleur au vent va se nettoyer toute seule, tolère la sécheresse et elle est très cascade. C'est une plante là, vraiment qui va avoir un port cascade tout en ayant un beau centre. Parce que bien souvent, les plantes, ils vont tomber, mais ils n'auront pas un beau centre. Alors, on fait simplement le nettoyer, mettre un apport d'engrais régulier et tout l'été, on va avoir une belle floraison. Souvent, on parle de plantes, mais aussi on peut utiliser des arbustes en pot qui vont faire vraiment un travail intéressant. Un arbuste que j'affectionne particulièrement, c'est le buxus, qu'on voit ici. Avec nos maisons qui sont devenues beaucoup plus modernes, il est lourd, je me regarde bouger, avec les maisons qui sont beaucoup plus modernes, contemporaines, c'est vraiment un arbuste à utiliser parce qu'on peut vraiment lui donner un port qui soit rond. On peut mettre même il y a des spirales en buxus, il y a des triangles. C'est un arbuste fort intéressant parce qu'il a vraiment une texture moderne et en plus, c'est un feuillage persistant. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre ses épines l'hiver. C'est vraiment un arbuste qui va rester beau comme ça. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est nos hivers. Le buxus, il est fragile. Il faut lui donner, si on le laisse en pot, vraiment isoler notre peau, soit avec du styrofoam ou un géotextile qu'on va intégrer à l'intérieur et bien l'arroser à l'automne avant les grands froids. Parce qu'un buxus comme ça, c'est quand même un arbre qui est assez dispendieux, puis on ne veut pas le perdre l'hiver, mais ça fait partie des risques, parce que c'est zone E5. Alors, zone E5, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment la capacité de passer nos hivers. Fait que l'idéal, c'est de le mettre dans un endroit à l'abri du vent, où souvent, c'est pour ça qu'on voit des haies de buxus qui vont avoir noirci, qui vont avoir bruni au soleil ou au ciel et au vent. Alors, il faut les protéger, les mettre proches de la maison, ou les mettre proches de la maison ou lui offrir une protection au niveau du pot. Et l'hiver, si on a une haie, il faut la protéger. Il faut vraiment y mettre un géotextile là, à la base pour le protéger du vent et du sel. C'est pour ça qu'on dit souvent les buxus, plantez-les proches de la maison. Parce que la maison, souvent, il va y avoir une accumulation de neige ou va être à l'abri du vent et la neige est un isolant. Sauf qu'il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait trop de neige parce que quand il y a beaucoup de neige sur le buxus, souvent, il va s'affaisser. Alors ça, c'est vraiment le fun. Puis ça va être un arbuste qui va procurer un port intéressant pendant 4 saisons. C'est ça l'avantage d'utiliser des feuillages persistants, c'est qu'ils ne perdent pas leur épine. Pour poursuivre, on a ici des variétés de fleurs. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs. Et une fleur que j'aime beaucoup, c'est le Milton Bells, le Calibrachoa, qui est celui-là ici. Fait que ça, c'est une variété que j'aime beaucoup en plante d'accompagnement. C'est pas une plante que j'utilise comme plante vedette, mais plus une plante d'accompagnement intéressante parce qu'elle a vraiment un port qui est volubile, différent, qui va donner une belle cascade et une belle floraison et un bel attrait de couleur. Alors, c'est pas mal mes coups de cœur. Oh, j'ai oublié le bégonia rugueux. Ça, c'est un bégonia exceptionnel.
C'est un nouveau bégonia qu'on a plus découvert pour l'intérieur des maisons et maintenant qu'on utilise pour l'extérieur. C'est un bégonia qui est plus pour la mi-soleil et c'est facile à utiliser parce que ça ne prend pas beaucoup d'eau. Puis la floraison, c'est un bégonia qui se tient plus. Si les anciens bégonias tubéreux avaient plus la tendance à s'affaisser dans le centre avec beaucoup de pluie, celui-là est beaucoup plus compact. C'est l'avantage, on lui met beaucoup d'engrais, il va rester en fleurs là, vraiment toute la saison. Quand je parle de fleurs, j'en dirais, j'aime tellement ça, je suis passionnée. Alors j'espère que mes coups de cœur seront les vôtres. Quand on parle de meubles de tech, il n'y a pas seulement les meubles conventionnels, il y a plein de fantaisie. Et pour en parler, j'ai réinvité mon ami Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour Louise. Là, tu vas nous présenter, il n'y a pas seulement les meubles standards. Là. Non, mais c'est-à-dire qu'on utilise tout le bois de tech. Alors, si on regarde, par exemple, si c'est la racine de l'arbre, on voit vraiment le début de la racine et l'arbre qui croît. On le coupe, on l'aménage, ça devient une petite table d'appoint. C'est quelque chose d'assez original. Super on peut déposer un verre, on peut prendre un plat avec des croustilles, des arachides, peu importe. C'est du tech, donc c'est parfait pour les intempéries. Il n'y a rien qui va l'altérer. Ça a la même propriété que l'ensemble de tech de jardin. Et ce banc-là qui est magnifique. Ça, c'est presque une sculpture. Ça, c'est une immense racine. C'est assez rare qu'on voit un seul morceau. Voyez-vous, les pattes, le tronc, le dossier, ce n'est qu'un seul morceau. Souvent, on va rapporter des pièces pour coller, par exemple, pour les pattes. Ce meuble-là, c'est vraiment un morceau. Voyez-vous, c'est immense. Magnifique. C'est vraiment pesant. Et en plus, c'est très confortable. C'est très confortable. C'est étonnant. Ça fait étonnant. aussi tout un décor dans un jardin ou dans un salarium. C'est vraiment une pièce unique. C'est une sculpture. C'est vraiment une sculpture. C'est vraiment tous les morceaux de tech sont récupérés. Même, ils font des pots avec les retailles. On fait aussi des pots, comme ici, vous en avez. Excusez-moi, je vais me tasser de l'autre côté. Avec tous les retailles de petits morceaux de tech, on les utilise puis on les assemble pour faire des pots de différentes formes, différentes grandeurs, qu'on peut utiliser, qu'on peut vernir, qu'on peut huiler. Oui, puis tu vois que c'est fait à la main, tu vois tous les petits clous, là, tout l'assemblage, c'est vraiment des œuvres d'art. Oui, c'est tout de même très, très solide, là. C'est vraiment une décoration importante. C'est pas tellement propice à mettre une plante dedans, sauf qu'on pourrait mettre un pot décoratif avec une plante, mais pas utiliser vraiment le pot pour mettre de la terre. Non, c'est ça. C'est mieux désabrier l'hiver, justement, pour pas que l'eau c'est plus dedans. décoratif. On a enfin des petits fauteuils de tech. Tellement beau. C'est la petite base de la racine, mais contrairement au banc, celui-ci, voyez-vous, les pattes ont été rajoutées. Alors, ce qui fait que c'est tout de même assez original. On utilise des bouts de grosses branches ou des gros bouts de racines qu'on fixe au meuble et ça devient un petit siège. C'est spectaculaire. Très, très confortable. Ah, c'est tellement beau. Et assez unique avec les encochures de bois, la couleur du bois. C'est un beau fini. C'est le même entretien que le tech. On peut mettre une huile simplement dessus. Une huile. On peut même utiliser un verre à tanne pour l'extérieur avec ce type-là, qui va demander beaucoup moins d'entretien. C'est ça, ça fait glisser l'eau. Ça fait glisser l'eau, il n'y a aucun problème. Vous pouvez déposer votre verre. Et il y a d'immenses tables, il y a toutes sortes de morceaux qu'on fait avec le tech. Hey, merci Gérald, c'est tellement inspirant de nous faire découvrir ces trouvailles de l'Indonésie. Merci beaucoup de ta visite. Ça me fait plaisir, au revoir. On parle de fleurs. D'où viennent les fleurs? Pour en parler avec moi, j'accueille M. Alain Charbonneau. Bonjour Alain. Bonjour Louise. Alors, comment qu'on reproduit les fleurs, Alain? Bien, la façon la plus traditionnelle et la plus vieille de reproduction des fleurs, c'est par les semences. Jadis, les plants faisaient leurs propres semences, tombaient au sol et se reproduisaient comme ça. Est arrivée l'horticulture où on a compris comment fonctionnaient les plantes. Fait qu'on prenait des graines à partir des plantes qu'on trouvait dans la nature. On les gardait, puis on les reproduisait éventuellement, lorsqu'on voulait. Après ça est arrivée l'apparition des boutures. La bouture, c'est strictement une façon qu'on appelle asexuée de reproduire... Avec le plan mère. On fait des bébés avec la plan mère. Ici, j'ai apporté des exemples de boutures. Une bouture est aussi petite que ça et finit par faire une plante de ce calibre. C'est un clonage, dans le fond, de la plante mère. Oui, c'est un clonage à partir de végétation et non pas un clonage à partir... Parce qu'il y a aussi le clonage qu'on peut appeler la culture in vitro.
Ce clonage-là, lui, se fait à partir du méristème. Donc, on prend une partie vraiment infime, c'est presque microscopique, puis on reproduit la plante à partir du méristème, mais qui est microscopique. On a aussi la façon de reproduire des plantes qui sont par les racines. Par le rhizome, qu'on appelle le rhizome. qu'on peut dire comme aussi. Le beau dahlia. Là, ici, j'ai apporté un exemple d'une famille de dahlia. La famille, ceci, on peut le reproduire par semence, on peut le reproduire par bouture, et le dahlia, on peut le reproduire par rhizome. La plupart du temps, on va voir la différence des plantes par le coût qu'elles seront vendues. Normalement, par semis, par les semences, c'est le coût le plus économique. Par les boutures, c'est le coût qui est un peu plus cher. Et par les rhizomes, c'est beaucoup plus dispendieux. Exact. Mais l'avantage qu'il y a d'une bouture, si je peux me permettre, et d'un rhizome, c'est récupérable. Ce sont des plantes qu'on peut récupérer pour replanter l'année suivante. Absolument. Il y a cet avantage-là. Et il y a aussi un autre avantage. Ici, j'ai apporté un exemple d'un géranium bouturé et d'un géranium parsemé. On trouve la vigueur de la plante est beaucoup plus importante dans les géraniums semis. Donc, la plante va devenir beaucoup plus grosse. La fleur est beaucoup plus grosse et elle est double. Si on regarde ici le géranium parsemé, la fleur, elle est simple. Le plant va quand même donner une très bonne performance. Il n'y a aucun problème au niveau de performance. Pour toute la saison, c'est ça, exactement. Mais ça ne sera pas la même performance. Nous avons aussi ici un exemple de la même plante, donc Impatiens Nouvelle-Guinée, une qui est reproduite par bouture et une qui est reproduite par semence. L'avantage qu'on va avoir pour la partie semence, c'est que c'est beaucoup plus économique au niveau du coût. L'avantage qu'on va avoir par rapport à la bouture, c'est que c'est un plant qui est beaucoup plus vigoureux. Les fleurs sont souvent beaucoup plus florifères, plus de fleurs, et la fleur est souvent beaucoup plus grande. On a des fleurs jusqu'à 10 cm de diamètre dans les gammes de boutures. Parfait. Au niveau des choix de couleurs, est-ce qu'il y a plus de choix de couleurs dans les boutures que les semences? Ou... Dans le cas de l'Impatiens Nouvelle-Guinée, il y a plus de choix de couleurs dans les boutures que dans les semences. Et on a aussi un choix de différents. Vous avez si on prend la feuille, vous avez des choix de veines. C'est ça qui est fantastique par rapport aux boutures, c'est qu'on est capable de reproduire l'aspect du feuillage. On peut avoir des feuilles vertes, on peut avoir des feuilles bourgogne ou des feuilles qui sont panachées. Deux couleurs. Donc, cette caractéristique-là du feuillage est rarement transmissible par la semence. C'est des plantes qui sont difficiles à faire des semences. C'est pour ça que la bouture est l'outil le plus adéquat pour la reproduction de ces plantes uniques-là. En parlant de reproduction, où sont produits en général les boutures? Sont produites où? On se trouve à avoir 3 pôles au niveau mondial sur lesquels il y a le pôle européen, le pôle nord-américain puis le pôle asiatique. Pour ce qui est pour le pôle européen, les boutures sont très souvent reproduites au Kenya ou aux îles Canaries. OK. Donc, à cause de la température et la main-d'œuvre, en plein probablement. La température, premièrement, mais on pourrait même dire premièrement la main-d'œuvre, parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre impliquée dans la reproduction de ces plantes-là. Et il y a le coût aussi, toi. Oui, le coût. Donc, la main-d'œuvre étant économique, parce qu'une bouture comme ça se vend au gros environ 45-50 sous l'unité. Donc, elles sont expédiées, je reviens avec la plateforme européenne, îles Canaries ou bien le Kenya. Nous avons en Amérique du Nord, la plateforme est surtout au Costa Rica et au Mexique. Et vous avez à Taïwan pour la plateforme asiatique. Les 3 ont des similarités au niveau climatique et des similarités au niveau de la main-d'œuvre. Il y a des villes, telles qu'une ville à Costa Rica qui s'appelle Linda Vista. On y retrouve plus de 3000 personnes qui travaillent à reproduire autant les semences que autant les boutures. J'ai eu la chance d'aller visiter, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment un endroit... on ne peut pas penser qu'il y a 3000 personnes à un endroit qui travaillent strictement que pour la reproduction de fleurs. Exactement. Lorsqu'on reproduit des boutures, c'est le format dans lequel elles viennent. C'est expédié comment? Souvent, la question qu'on a, est-ce que ça arrive en santé? Ça vient quand même de loin. Là. Ça prend combien de temps pour se rendre et c'est transporté de quelle façon? À toutes les années, les plants mères, les plants sur lesquels on prend les boutures, sont détruits. On recommence les nouveaux plants à partir de plants in vitro. Ces plants-là sont poussés, puis à maturité, sur lequel on prend les boutures. Lorsque l'on prend les boutures, sur les plants mères, c'est vraiment très méticuleux. On a 100 boutures par sachet, 105.
sont mis par sachet. C'est tout mis par sachet. Ces sachets-là sont mis dans des immenses boîtes de styrofoam. Il y a de la glace sèche qui est mise dedans. Et c'est expédié par avion. Ça prend 24 heures de Costa Rica. Ça vient Costa Rica, Miami. C'est redistribué après ça à travers l'Amérique du Nord. C'est étonnant de voir comment ça arrive en bonne santé parce que nous, on en reçoit beaucoup de l'extérieur et ça arrive tout en santé. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque nous, on les reçoit ici en Amérique du Nord, c'est notre hiver. Ces boîtes-là, elles voyagent dans des tempéries, dans des tempêtes, dans des climats très froids. Et les boutures finissent par se rendre du Costa Rica à nos serres ici à Laval dans des conditions parfaites. Puis nous, quand on les reçoit, on les repique dans le sol. Puis c'est notre façon de refaire les racines. Exactement. Puis au niveau des semences, ça fonctionne comment, la reproduction des semences? Ça vient de l'extérieur également? Oui, la semence, il y a beaucoup de semences qui sont faites, il y a le pôle européen. On va retrouver des semences faites en Hollande, en Allemagne. On va retrouver des semences au Costa Rica aussi. Au Costa Rica pour l'Amérique du Nord. On a des semences qui sont reproduites aussi au sud de la France. Pour ce qui est des semences, c'est reproduit soit en champ ou bien en serre. Il y a des variétés ce sont des hybrides. On a des rangées mâles, des rangées femelles. Le pollen voyage du mâle s'en va sur la femelle. C'est vraiment intéressant à visiter. J'ai eu la chance, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment... les étapes reliées à une semence, là, on ne pense pas qu'il y a autant d'étapes qui sont reliées à la production de fleurs. Nous, on voit le produit produit final, puis on ne s'imagine pas qu'il y a vraiment toute une démarche en arrière de ça. C'est un peu comme le milieu de la mode. Il y a pour les nouveautés de l'année, elles sont présentées un an d'avance. Il y a des qu'on appelle des showcases. On a une plateforme en Hollande, une plateforme en Californie, où à tous les printemps, il y a les pack trials qu'on appelle, qui sont les présentations des nouvelles variétés. Cette année, il y avait plus de 37 compagnies qui présentaient leurs nouvelles variétés en Californie au printemps durant le mois d'avril. Donc, on est en avril 2014 et on nous présente ce qui sera disponible en saison 2015. Oui. Puis la première saison qu'on produit aussi, les quantités sont limitées. C'est pour ça que c'est important d'aller visiter des endroits comme ça pour les réserver et justement évoluer au niveau de la culture. Tout comme ici, à nos serres, on prend vraiment un soin méticuleux de vraiment voyager et de se rendre dans ces endroits-là pour être à l'affût des nouveautés. Puis vraiment, quand les consommateurs viennent nous visiter, on a vraiment des plantes qui sont uniques, tant au niveau de l'espèce ou au niveau de la coloration ou au niveau de la forme. C'est vrai, on essaie vraiment de souvent, quand on appelle une nouveauté, c'est pas nécessairement une nouvelle plante. C'est simplement une nouvelle couleur. C'est une nouvelle introduction. Donc, il y a eu un travail qui a été fait sur la plante. L'hybrideur l'a travaillé, il l'a rendu plus courte, soit plus intense au niveau des fleurs, soit plus performante aux intempéries. Il y a vraiment un travail qui a été fait en profondeur. Et à partir de ce travail-là, elle devient une nouveauté. Ça peut être une nouveauté unique. Donc, une seule plante, ou on peut avoir des nouveautés qui sont aussi des nouveautés de collection. Donc, on pourrait avoir le même genre d'impatiens de Nouvelle-Guinée, mais différents coloris. Exactement. C'est tellement intéressant, Alain, les fleurs, tout le travail qui est relié, les découvertes et tout. Faut que je te réinvite, c'est certain, pour une autre émission. On a tellement à dire. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup pour tous ces conseils et tout. Cet émerveillement-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne saison. On cherche souvent des solutions pour avoir un peu d'intimité, proche du patio, proche de notre spa. La meilleure solution, c'est des plantes. Des plantes qui vont être denses, qui vont créer vraiment un écran. J'ai ici une solution pour vous. On achète directement comme ça un beau lierre de Boston vivace dans une boîte à fleurs intégrée avec un treillis de métal. On achète la boîte à fleurs qui a une dimension à peu près de 6 pieds de haut par 4 pieds de large. On insère ça directement sur le côté qu'on veut cacher pour créer notre intimité. Et l'avantage que ce lierre-là, c'est que c'est un lierre qui est vivace. Et vu que la boîte à fleurs, elle est conçue un peu pour passer nos intempéries de l'hiver, on a simplement à le laisser comme ça sur le balcon et on peut protéger la base. Et l'année prochaine, il va revenir. Et en très peu de temps, en 1 mois et demi, ça crée vraiment un ample du feuillage là, assez dense comme ça pour créer une intimité. Ensuite, si on n'a pas le budget pour acheter cet écran-là, on peut le faire nous-mêmes. Comment qu'on fait pour créer le même effet? On a simplement utilisé un treillis de bambou qu'on achète comme ça. Alors, et voilà. Qu'on peut le fixer à la base, on l'attache comme il faut. Et ensuite, on va acheter un lierre
qui pourrait être très bien être un Portonocyssus, une vigne vierge, parce que les vignes vierges ils ont l'avantage de devenir très belles à l'automne. Il vient avec un beau pourpre, il change en même temps que les feuilles. Alors, c'est ça ici. C'est important d'acheter une vigne qui a quand même 2 ans au moins, qui a vraiment un bon pot, parce que le système racinaire, il va être beaucoup plus fort. Et vu que le système racinaire est plus fort, il va avoir plus la capacité de passer nos hivers coriaces. Alors, on va acheter un pot comme ça et qu'on va l'insérer dans un pot plus grand, bien entendu, avec la bonne terre. Et si on a la chance dans notre pot d'insérer un isolant, c'est-à-dire soit du styrofoam qu'on va mettre alentour de notre pot ou une toile géotextile pour permettre justement qu'il y ait un certain isolant au niveau du cœur du Portonocyssus pour qu'il puisse passer nos hivers. Alors, on va le mettre comme ça et on a notre treillis en arrière. Et vous allez voir, vous allez être étonné comment en peu de temps, un Portonocyssus est performant. La vigne vierge, c'est la vigne qu'on va retrouver là, sur les écoles, les édifices. Et ça va vraiment là, être très, très, très dense et vraiment caché là, pour créer l'écran qu'on désire. Si on veut un peu plus de fantaisie, on va avoir de la couleur, on veut créer le même effet, mais avec de la couleur. On peut utiliser le Mandevilla, le Diplomensia, qui est à part grimpant. C'est sûr qu'il ne créera pas peut-être le même effet que le beau Boston ici, qui est vraiment, vraiment dense, mais il y a quand même une bonne performance. Et dans une saison, il peut atteindre facilement là, 1-3 pieds là, au niveau de la hauteur et une belle floraison comme ça. Dans les plantes grimpantes également, si on veut utiliser d'autres plantes, j'ai le Lonicera ici, qui est un chèvrefeuille avec une petite fleur. Et l'avantage que c'est qu'il attire vraiment les colibris. Mais ils les attirent vraiment parce que moi, à la maison, j'en avais pas. Puis depuis que j'ai mis cette plante-là dans un pot, j'ai des petits colibris qui viennent à la maison. C'est sûr, pour faire des écrans, il y a plein de solutions. Des fois, c'est d'aller dans les centres jardins. On va vous donner des idées pour créer vraiment l'effet désiré. Alors, c'est ce qui conclut notre émission. Si vous avez besoin de renseignements, des commentaires, vous pouvez vous adresser à l'adresse courriel en bas de l'écran ou sinon consulter notre site Internet sylvaincleroux.com. À la semaine prochaine.